Bienvenue sur Village Semences pour les éditions France Agricole, et justement j'ai devant moi la directrice éditoriale Marie-Laure de Châtre qui va nous parler d'un nouvel ouvrage qui est en préparation par une personne qui se trouve en visio. Je veux parler de Jean-Marie Serroni, qui est agroéconomiste. Bonjour. Et qui est et donc auteur des éditions France Agricole, qui va nous parler de l'ouvrage. Mais avant tout, Marie-Laure, pourquoi cet ouvrage sur les innovations? Je n'en sais pas plus. Innovation, agriculture, j'ai pas bien saisi. Alors c'est pas vraiment de l'innovation, mais Jean-Marie a longtemps travaillé auprès des sphères, donc on va publier un ouvrage qui s'appelle pour l'instant l'agriculture de demain, mais on va probablement changer son titre. Jean-Marie a longtemps travaillé pour les CER et aujourd'hui il est consultant, il a une vision très large du monde agricole que j'aime bien, et cela m'intéressait d'avoir sa vision à long terme de l'agriculture et des agriculteurs, de connaître ses hypothèses, notamment celles qui concernent la transition agroécologique et les différentes façons d'y parvenir, parce que c'est de cela que nous, éditeurs, nous devons parler dans nos ouvrages, le fait que l'agriculture et les agriculteurs représentent la plus puissante des solutions pour régénérer les sols, le climat et la planète. Donc je disais que l'ouvrage doit s'appeler l'agriculture de demain, c'est le titre qu'on a choisi pour l'instant, mais on en parlait tout à l'heure avec Jean-Marie, il n'est pas exclu qu'on change le titre pour l'appeler, pourquoi pas, une agriculture conquérante pour l'homme et la planète. Waouh. Alors justement, Jean-Marie, ces évolutions, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui a permis de composer cet ouvrage? C'est surtout de se dire que les innovations dans l'agriculture, ça a toujours été. Si je remonte un petit peu loin, au Moyen-Âge, on est passé à ce qu'on appelait l'assolement triennal, qui a permis d'augmenter la production et qui a permis de privatiser les terres quelque part, de ne plus être collectif et donc d'augmenter la capacité de travail des agriculteurs. Plus récemment, après la guerre, ce qu'on a appelé la révolution silencieuse, j'emprunte le terme de Michel de Baptiste, ça a été à la fois la génétique, la chimie, donc les engrais, les produits de traitement, et le machinisme. Donc des éléments qui ont permis d'augmenter la production. Ça a permis d'augmenter la production par plante ou par animal, en le nourrissant mieux et en le protégeant, beaucoup par des apports extérieurs, et ça a permis d'augmenter la production de chaque travailleur, de chaque agriculteur ou de chaque salarié de l'agriculture, puisque dans l'histoire, en ce qui nous concerne, on est passé du travail à la main, puis avec un âne, un cheval, une vache, et puis des machines, et de plus en plus des robots. Dans toute une partie du monde, dans le monde, la majeure partie des agriculteurs travaillent encore à la main ou avec une culture attelée simple. Donc c'est ça qui s'est passé jusqu'à présent. Et donc là, on passe, je crois, à une nouvelle étape. Et justement, par rapport à cette nouvelle étape, quelle est-elle? Qu'est-ce qui vous inspire, justement? Quelles sont les tendances que vous avez remarquées? On peut dans un premier, une première impression, avoir l'impression d'un retour en arrière, ce qui est absolument faux. Mais on prend un chemin complètement différent du chemin des 50 dernières années. Les 50 dernières années, ça a été l'apport de plus en plus important de la chimie, de la génétique, du machinisme, et la conquête de plus en plus large, puisque il y a en gros une centaine d'années, on produisait peut-être commercialisait ce que l'on produisait autour de 20, 30 ou 40 kilomètres. Puis avec le train, au 19e siècle, ça a été l'alimentation des grandes villes qui s'est faite de plus en plus loin. La région dans laquelle je travaille, la Normandie, a connu sa richesse grâce au train. Et puis aujourd'hui, c'est le commerce mondial.
Et de quoi parle-t-on maintenant? On parle d'une agriculture moins chimique et d'une localisation de la production et de la consommation. Donc on peut avoir l'impression qu'on revient en arrière, mais justement pas du tout, parce que tout ça, ce sont des innovations. Ça n'est pas le retour en arrière, c'est apporter beaucoup plus de connaissances pour utiliser par exemple moins de chimie ou pour s'organiser autrement pour rapprocher le consommateur du producteur. Et dans les innovations, dans les tendances à venir, vous pouvez nous en citer une, deux ou plus? Dans les tendances, moi je vois en gros 4 domaines d'innovation, 4 vecteurs. Alors un premier, et je dis pas ça parce qu'on est sur Village Semences, ce sont les innovations finalement les plus simples pour les agriculteurs. Ce sont celles qu'ils achètent. Alors il y a bien sûr la génétique, les semences, qui sont un condensé d'innovation. Alors quand je dis que c'est simple, c'est pas simple pour les sélectionneurs, c'est simple pour l'agriculteur, il suffit d'acheter et puis de savoir utiliser. C'est aussi vrai pour la mécanisation, les robots, les logiciels. Quand je suis agriculteur, j'achète, après il faut que je sache m'adapter. Ça c'est le premier point, les innovations achetées. Le deuxième point, c'est les innovations créées sur mon exploitation agricole. Ça c'est déjà plus compliqué. Et une agriculture plus naturelle, la transition agroécologique, ça veut dire faire appel davantage aux régulations naturelles et moins à la chimie. Et donc ça, c'est compliqué et ça demande beaucoup de connaissances. Ouais. Ça, c'est le direct. Hein. Ça demande beaucoup de connaissances et beaucoup d'innovation. Ben oui, j'avais un petit compteur où j'avais oublié qu'il sonnait. De l'émission. Donc ça demande beaucoup d'innovation, d'accompagnement pour l'agriculteur. Et il faut être conscient qu'en faisant ces innovations, je dirais de manière un peu triviale, l'agriculteur joue son beefsteak parce qu'il change son système. Un salarié qui modifie son boulot, ça va pas changer la paye de fin de mois. Un agriculteur qui change ses techniques de production pour être moins chimique et beaucoup plus naturel, c'est beaucoup de changements, beaucoup d'innovations avec un risque financier considérable. Et le troisième point, ce sont les innovations collectives en termes d'organisation et quelque part les innovations sociales. On parle de plus en plus de local, donc c'est une approche nouvelle du territoire pour organiser, et donc il y a une question de gouvernance entre les consommateurs, les transformateurs, les distributeurs et les agriculteurs, une gouvernance dans laquelle il faut que les agriculteurs soient présents, donc il faut qu'ils l'acceptent et qu'ils innovent quelque part dans leur comportement sur leur territoire. Quand on fait des ventes directes ou des circuits courts, c'est aussi de l'innovation d'organisation. Si je veux organiser mon territoire, par exemple, en parcelles plus petites, ce que recommande l'INRA notamment pour mieux lutter contre les parasites, c'est également de l'organisation sociale. Ce que les agriculteurs savent faire, les agriculteurs qui font de la semence, dans certains territoires, savent s'organiser pour avoir des zones isolées autour des parcelles pour préserver les semences. Donc ça, c'est de l'innovation sociale. L'assolement en commun, il faut que j'apprenne à travailler à plusieurs. C'est de l'innovation, tout ça. Et finalement, l'innovation sociale, c'est souvent plus compliqué que d'acheter l'innovation technique. Et puis, un des éléments phares de l'innovation sociale qui nous concerne tous, c'est la politique. C'est la politique agricole. Et on voit bien qu'elle a du mal à innover. Donc, à mon avis, plus on passe de la technique vers l'organisation, plus l'innovation est importante et plus elle est compliquée. Et donc, plus il faut s'y intéresser. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'est une très belle phrase pour conclure cette émission. Au revoir.